mesdames, messieurs, on va donc aborder à présent le plat de résistance. Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, a circulé une vidéo horrible qui a touché le cœur de tout le monde. Mais avant cette vidéo, d'autres avaient déjà suscité l'émoi un peu partout. Et dans nos maisons, dans nos voisinages, l'on ne manque jamais d'avoir des cas de violence sur les enfants. Pourquoi il faut violenter les enfants? Pourquoi faut-il en arriver là? Pourquoi certaines personnes en arrivent là justement? Ce n'est pas une obligation, on ne devrait même pas le faire. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives face à des enfants que l'on qualifie parfois de récalcitrants et de durs d'oreille? Pour en parler, mesdames, messieurs, nous avons déjà nos invités sur le plateau. Nos invités sont déjà là, vous l'avez dit. Il s'agit de monsieur Camille Edi Koto. Vous êtes psychopédagogue. En face de vous, monsieur Firmin Didagbe, formateur certifié en communication non violente. Et puis au téléphone, nous serons avec le directeur de Amnesty International Bénin. Il s'agit de monsieur Dieudonné Dagbeto. Décor planté et nous allons tout de suite y aller. Mesdames, messieurs, vous l'avez vu. Alors, monsieur Didagbe, dites-nous, alors merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Les parents, de façon systématique, ont toujours une chicotte à côté. Or, vous vous présentez comme un spécialiste de la communication non violente. Est-ce qu'on peut faire fi vraiment de la violence et éduquer un enfant? Je voudrais d'abord vous remercier, vous journalistes, d'essayer en ce jour d'attirer l'attention de la population sur un fait de la société en fait. Et remercier la sœur Fleur Yassin-Guézo Nathalie qui m'a envoyé la représenter pour cette émission. Tout à fait. Elle s'est vraiment démenée pour que vous soyez là ce matin. Exactement. Oui. Nous, formateurs certifiés en communication non violente, il est important dans la relation avec les enfants et dans la relation à soi de faire en sorte que l'enfant reçoive de nous ce que je vais appeler de la douceur et de l'attention, mais en même temps que nous apprenons à prendre soin de nous dans ce que nous entamons comme relation aux enfants. L'idéal, c'est d'abord apprendre à prendre soin de nous, à nous écouter. Parce que parfois, quand nous sommes aux prises à des sentiments d'hostilité, à un sentiment comme la colère, nous n'avons pas les moyens d'accéder à nos ressources. Et c'est vraiment là le vrai problème qui se pose. Comment accéder à nos ressources? Comment prendre le temps de la respiration? Parce que ça veut dire qu'il y a des techniques donc qu'il faut maîtriser dans ces situations-là. D'accord. Monsieur Edi Koto, la violence faite aux enfants, ce n'est plus un sujet tabou. Mon collègue le disait à l'entame de ce débat, on a vu ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, un petit enfant de 2 ans qu'on a tabassé. Dites-nous, à partir de quel moment la violence commence? Merci. La violence commence déjà dès la conception. Je veux dire, quand l'enfant est encore dans le sein maternel, la violence peut commencer parce que les différents tests, aussi bien au niveau national qu'international, le reprécisent. Il y a cette violence qui peut être constatée avant la naissance et celle qu'on peut constater après la naissance. Je parle de violence avant la naissance parce que déjà quand l'enfant est dans le sein maternel, et comme le doyen l'a dit, toutes les attentions ne sont pas portées vers cet enfant. Lorsque la mère, qui en est porteuse, n'y accorde pas le soin qu'il faut, ne lui donne pas l'attention qu'il faut, l'affection qu'il faut, parce que, en fait, tout se planifie et tout se solidifie déjà en l'enfant avant même sa naissance. C'est que le chemin est tracé, voilà, avant la naissance. Et donc la violence commence bien avant la naissance. Une mère qui, pour une raison ou une autre, ne prend pas soin du nouveau-né qui doit venir
déjà quand il se trouve dans son sein, ça devient un problème. Une mère, par exemple, qui s'adonne, c'est un exemple pris parmi tant d'autres, qui s'adonne à des stupéfiants, par exemple, pendant qu'elle est en état. Cela peut se répercuter déjà sur l'enfant qui est appelé à naître. Cet enfant, à sa naissance, peut être très violent. Il peut développer un certain nombre de comportements asociaux. Et donc, je pense que la violence commence avant même la naissance de l'enfant. Monsieur Koto, on va revenir à vous tout à l'heure. Nous avons Monsieur Dagbeto au téléphone. Monsieur Dagbeto, bonjour. Monsieur Dagbeto, bonjour. Vous êtes avec nous? Monsieur Dagbeto, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous nous recevez là? Nous, on a du mal à vous recevoir. Alors, en attendant que Arnaud Tossen nous aide à vous recevoir réellement, alors est-ce que vous nous entendez, M. Dagbeto? Oui, je vous entends très bien. Parfait. Alors, dites-nous, vous êtes le directeur national de Amnesty International Bénin. Quand des violences à l'égard des enfants, à l'égard des bébés pratiquement se produisent, quelle est la réaction d'une structure comme une structure comme Amnesty International? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'aborder un sujet pareil. La réaction que nous avons à première réaction, c'est l'indignation. Nous sommes indignés lorsque nous avons connaissance ou on porte à notre connaissance de ces genres de situations qui ont trait à des violences à l'égard des bébés ou tout simplement des enfants ou des êtres humains. Alors, dites-nous, quand une chose pareille arrive, à quoi doit s'attendre le parent qui a osé faire ça? Bon, je pense que le parent qui a osé faire ça, au-delà de toutes les considérations, mérite d'être porté devant les institutions qui sont les autorités au regard de la loi, qui pourront dire quel traitement infliger à ces parents-là. Mais également, nous n'allons pas faire de dire que lorsque nous parlons de traitement, également, si les gens qui communiquent pas, que tout n'est pas normal, qui fait partie à agir de la sorte envers les activités. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure, M. Dagbeto. Merci de garder la ligne. Merci. Monsieur Firmin Didagbe, dites-nous, selon vous, quelles sont les causes de la maltraitance des enfants? Qu'est-ce qui peut amener un parent ou un tuteur à tabasser son enfant? Il faut partir de ce que le Marshall Rosenberg, celui qui a créé la communication non violente, lui particulièrement a vécu dans une société où le problème de racisme s'est posé. Étant juif, il a été enfant sujet à, disons, des faits de violence, à des moqueries. Donc, disons principalement, la société est organisée de façon, il dit, ce qui peut être source de violence, c'est d'abord lié à nos croyances parfois. Les croyances que nous avons vis-à-vis, par exemple, on peut dire, c'est pas bien de marier une femme de Ouida, vous excusez. Et le fait de rencontrer une femme de... C'est un cliché. C'est un cliché. Ce qui n'a rien à voir avec la réalité. Ce qui n'a rien à voir avec la réalité. Le jour où je suis jeune, je rencontre une femme de Ouida et que c'est elle qui peut faire ma vie. Du coup, la société qui m'entoure a des préjugés sur cette femme. Et du coup, ça commence à être une source de violence pour moi parce que en lien avec qui je suis et ce que j'entends faire de ma vie, ça commence à contracter, ça commence à être difficile et les relations avec mon entourage deviennent difficiles. Oui, mais qu'est-ce que l'enfant qui est né, par exemple, de cette relation ou de votre vie de couple a à voir avec cette histoire pour être tabassé ou bien pour connaître, pour être sujet à la violence, par exemple? Oui, en fait, l'enfant n'a rien à y avoir, mais dans le père réside l'enfant et dans l'enfant réside le père. En fait, c'est une imbrication. C'est une imbrication. Il ne faut pas détacher les éléments et traiter vraiment les problèmes qui minent, c'est-à-dire la thématique que vous avez. Il va falloir tenir compte de ce que
c'est aussi un cycle en fait. Un cycle qui se fait, un cycle qui se ferme, qui s'enchaîne, qui se boucle. Et on ne va pas chercher que dans l'adulte. Le psychopédagogue l'a dit, il faut le chercher dans l'enfant. C'est l'adulte qui fait l'enfant et c'est l'enfant qui fait l'adulte. D'accord. Alors, justement, M. Koto, j'allais vous demander, un enfant de bas âge, il est débordant d'énergie, il veut découvrir, et les parents estiment qu'il est il est dur d'oreille et que c'est la chicotte qui doit pouvoir régler son problème. Est-ce que l'enfant a déjà un problème au point que la chicotte vienne intervenir? Merci de poser la question. La semaine dernière, dans la rue, là où je réside, j'ai vu une dame, une maman, une mère de famille, qui venait d'asséner un coup très violent à sa petite fille qui allait traverser la rue pendant qu'une moto venait. Et tellement j'étais choqué que j'étais obligé de revenir sur mes pas. Et puis je m'adresse à la dame, je dis, mais maman, c'est de votre devoir de protéger votre enfant. C'est parce que vous ne l'avez pas protégée qu'elle a trouvé le moyen de traverser la voie seule. Vous l'auriez protégée, que cela ne serait pas arrivé. Et puis la deuxième chose, à son âge, vous l'auriez tapée 1000 fois et elle reprendra la même attitude 1000 fois, 1001 fois. Parce que simplement, à son âge, elle n'a pas encore la perception du mal et du bien. Et donc, c'est difficile parfois, lorsque vous constatez ces genres de situations, c'est difficile de l'accepter parce qu'on se dit l'enfant n'en est pour rien. Et puis, Thomas Godson écrira « Éduquer sans punir ». C'est vrai que les gens pensent souvent que c'est les réalités de l'Occident et qu'en Afrique, le châtiment corporel doit forcément être mis à contribution pour éduquer. Mais je pense, comme M. Didagbe l'a dit, voilà, qu'on peut toujours d'abord commencer par le dialogue et la communication. En fait, l'éducation n'est pas de la violence. Éduquer, c'est en fait porter d'un état inférieur à un état supérieur par, vous l'avez aussi dit dans votre propos liminaire, par le comportement et le modèle que l'on représente pour les enfants, parce que les enfants à partir d'un certain âge ne font que ce qu'ils voient les adultes faire. Ils ont le propre de l'imitation. Donc, ils observent et après, ils imitent. Et donc, on ne peut pas, du coup, accuser un enfant qui commet des erreurs parce que dans son innocence, il n'en a pas encore conscience. Il faut que l'enfant puisse atteindre l'âge de l'adolescence, pourquoi pas parfois la majorité, pour commencer par percevoir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et puis, il faut avouer que le chemin est encore long pour la mise en application des principes qui gouvernent notre République. Je veux partir même de la Constitution de la République du Bénin, qui en son article 8 rappelle que la personne humaine est sacrée et inviolable et que les enfants ont le droit à l'épanouissement. Tous les enfants, sans distinction aucune, ont le droit à l'éducation. Quand nous prenons le Code des personnes et de la famille, le même principe est rappelé. Et puis le Code de l'enfant. Le Code de l'enfant, loi 2015-08 du 23 janvier 2015, qui revient en détail sur les différentes dispositions que les parents doivent prendre pour assurer la sécurité de leurs enfants. Et puis, si vous permettez, l'article 4 au chapitre 3 dit par exemple, l'enfant en tant que personne humaine est sacré et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement conformément à l'article 8 de la Constitution que je citais tantôt. Et puis l'article 18 dit, en petit a, l'enfant a droit au respect de l'intégrité physique et morale. Et puis le B de rappeler, l'enfant a droit à la protection contre toute forme d'abus, d'exploitation et de violence. Mais est-ce que les gens le savent? Justement, cette question d'intégrité physique et morale m'amène à vous demander, Monsieur Didagbe, un enfant qui a été chicoté, sauvagement tabassé, comme nous l'avons vu là par exemple, ou bien que nous n'avons pas vu, peut-être qu'ils sont dans des maisons aujourd'hui, à quel type de personne et de personnalité s'attendre demain? Est-ce qu'il n'y a pas des traumatismes qui se cachent et qui se développent déjà? Oui, c'est justement ce que je disais tout à l'heure ou tantôt. Le fait de la violence réside dans ce que l'adulte lui-même, lui, ne puisse pas accéder à ses propres ressources. Quand je pose des actes de violence, il n'y a que dans la relation vis-à-vis de moi-même,
je n'ai pas les moyens d'accéder à mes ressources et de pouvoir dire les choses comme je peux les dire. Maintenant, l'impact, ça agit profondément sur l'enfant et c'est scientifiquement démontré. Catherine Guéguen, qui a travaillé sur les neurosciences affectives, l'a démontré. C'est-à-dire par le biais des neurotransmetteurs, et l'enfant qui est sujet de violence, il va sécréter énormément de cortisol. Et si le cortisol est sécrété, ce n'est pas une hormone, l'enfant en a besoin, mais il n'en a pas besoin en quantité. Il est prouvé aussi que dans le jeu de, comment dirais-je, de cette sécrétion des hormones néfastes au développement de l'enfant, du coup, l'hippocampe, qui est le centre de rétention de mémoire chez l'enfant, peut être atteint. C'est ainsi que vous avez des enfants en classe qui ne répondent pas, qui ne peuvent pas véritablement apprendre les leçons. Et ils sont sujets à des coups, on les tabasse. En fait, ça fragilise le développement intégral de l'enfant. Et quand je dis fragiliser, vous avez l'adulte après, puisque c'est un enfant qui devient adulte. Vous avez des adultes qui ne peuvent pas prendre la parole en public. Ça relève de leur passé et qui développent des réactions répétitives et disproportionnées. Vous avez des sujets dans la vie comme Hitler, et qui a été rejeté à l'école pendant la récré. Ce n'est pas quelqu'un qui pouvait vraiment jouer avec les autres. Donc, du coup, il était amené à rester seul. Mais ce qui s'est passé après, Hitler a fait payer ça à l'humanité. C'est dit quoi? Tous les actes que nous posons aujourd'hui vis-à-vis des enfants, si c'est dans un couple, si c'est dans un foyer, tenons-nous tranquilles, nous allons payer la facture. L'humanité paiera la facture, la société paiera la facture. Quels que soient les États paieront la facture. Parce qu'un enfant qui est sujet de violence, la vidéo, je l'ai vue, c'est ahurissant, c'est inhumain, c'est cruel. Si tous les enfants sont battus de cette manière, attendons-nous à une société où ce sera œil pour œil, dent pour dent, où les enfants en découdront avec d'autres, ils prendront les armes les uns contre les autres une fois adultes et on dira, mais pourquoi le font-ils? Nous, adultes, nous ne le faisions pas. Mais nous oublions qu'entre-temps, nous avons fait la démonstration, monsieur l'a dit tout à l'heure, c'est une question de comportement, c'est une manière d'être en fait. Monsieur Dieudonné Dagbeto, vous êtes toujours là? Monsieur Dagbeto, vous êtes avec nous, hein? Je suis toujours avec vous. D'accord. Lorsque nous parlons de violences faites aux enfants, ce n'est pas que les sévices corporels, il y a également les abus sexuels. Je veux parler du viol, par exemple. Vous, au niveau de Amnesty International Bénin, est-ce que vous recevez des plaintes? Et si oui, comment est-ce que vous agissez? Merci. Au niveau de l'Amnesty International Bénin, nous recevons des plaintes. Au-delà du viol, nous recevons des plaintes sur des cas de viol, harcèlement sexuel, et également de violences verbales. Nous avons une clinique légale, une clinique qui essaie de croiser les différentes informations qui sont portées à notre connaissance et de les documenter d'abord parce qu'il ne s'agit juste pas de donner l'information, il faut pouvoir avoir des éléments de que nous portons à la connaissance des autorités. Nous avons aujourd'hui l'Institut national de la femme et bien entendu d'autres organisations qui sont spécialisées dans la question de la défense des droits des enfants, notamment au niveau des centres de promotion sociale et du niveau des commissariats de police, les sollicitants et les gouvernements. D'accord. Alors, monsieur Dagbeto, vous continuez de garder la ligne, on va revenir sur ce plateau. Monsieur Kotor, on parlait déjà des conséquences dans les années qui vont suivre, ou bien sur le futur adulte, sujet en enfance donc de ces violences-là. Alors, quels sont les types de traumatismes qui peuvent naître à la suite de ces maltraitances? Merci. Monsieur Dagbeto a bien fait de les énumérer. Monsieur Didabé pardon, Monsieur Didabé, pas Dagbeto, ça c'est Amnesty. Donc Monsieur Didabé a bien fait de commencer par les énumérer et il a bien dit, l'enfant aujourd'hui c'est l'adulte demain. Et donc des séquelles peuvent rester au point de compromettre l'existence de l'enfant, son appartenance à la société et même sa profession, sa vie professionnelle. Un enfant
ayant subi ces traumatismes jeune peut demain, lorsqu'il devient chef, ne pas pouvoir ou être dans les capacités de diriger. Parce que les violences subies dans l'enfance ont développé à son niveau une mauvaise estime de sa personnalité. Et du coup, cet enfant pense qu'il n'est en mesure de rien réussir ou que c'est lui le mauvais, c'est lui le déchet en fait de la famille. Et donc, on a tout fait de le martyriser. Plus loin, cet enfant peut être replié sur lui-même, c'est dire que parmi ses camarades, M. Didagbe l'a dit, à l'école, il peut ne jamais réagir malgré qu'il n'est pas moins intelligent que les autres. Il peut choisir de ne pas réagir parce que simplement on lui a fait comprendre tout le temps à la maison, avec le châtiment bien sûr, qu'il n'est capable de rien réussir. Et puis un enfant ayant subi ces traumatismes ou ces vices dans l'enfance peut devenir très violent dans la société. Un enfant qui peut devenir un délinquant, parce que n'ayant pas reçu l'éducation selon les normes, un enfant qui peut devenir un divorcé social, comme on le dit. Et puis, les enfants toqués sont aussi issus de cette catégorie. C'est l'enfant qui, à la fin, se dit, bon, tuez-moi si vous voulez. C'est que j'en suis débordé, tuez-moi si vous voulez. Si bien que le bâton ne l'effraie plus, voilà, ne lui dit plus rien. Et vous l'aviez demandé plutôt, d'autres causes aussi qui pourraient conduire à ces situations. Des enfants qu'on n'a pas voulu. Des enfants, cela arrive. Des enfants qu'on n'a pas désiré. Voilà, on n'a pas désiré en avoir et voilà, ça vient. Cela peut constituer une raison. Et le transfert de colère. Il arrive par exemple que papa soit en colère vis-à-vis de la maman et que les enfants en payent le prix, malheureusement. Parce qu'on se dit, bon, entre adultes, ce n'est pas toujours possible de se porter la main l'un sur l'autre, mais on a vite fait d'arracher les oreilles à l'enfant parce qu'on est en colère vis-à-vis de l'un ou l'autre des parents. Les situations de polygamie aussi peuvent être à la base de ces déviances parce qu'on a peut-être un peu plus d'affection pour les enfants de telle femme plutôt que pour les enfants de l'autre femme. Voilà un peu. Alors, Monsieur, je vous laisse la parole. non, allez-y, précieuse. Monsieur Firmin Didagbe, je rappelle que vous êtes formateur certifié en communication non violente et vous l'avez dit tout à l'heure, la violence, comme monsieur Eddy Koto l'a dit, souvent ça vient de la colère des parents. Mais comment arriver à mettre la communication en avant et ne pas tout de suite sauter sur l'enfant? Comment arriver à dialoguer avec l'enfant? Oui, quand on parle de communication non violente. Justement, ce que j'ai aimé dans votre développement aussi, c'est le fait d'attirer notre attention sur le fait qu'il n'existe pas que la violence physique. Parce qu'il y a une autre forme de violence qui est une violence verbale. Les mots, et Marshall le dit, peuvent être des murs ou des fenêtres. Et c'est l'intitulé de son livre. Les mots peuvent être des murs ou des fenêtres. En fait, c'est revenir dans apprendre à se connaître en fait et à s'écouter. Nous ne nous écoutons pas. Parce que quand la colère se soulève en nous comme un volcan et que c'est en ébullition, nous avons les moyens personnels. Et les manifestations corporelles sont là pour nous dire que plus rien ne va. Monsieur Didagbe, je ne vous arrête pas, mais je voudrais revenir sur une partie de votre propos. Quand vous dites « nous ne nous écoutons pas », je voudrais bien comprendre, est-ce que nous ne nous écoutons pas les uns les autres ou bien nous ne nous écoutons pas nous-mêmes en tant que personnes humaines? La relation intrapersonnelle, c'est d'abord d'apprendre à voir comment la colère, elle se manifeste sur moi. Parce que la colère est un signal d'alarme qui est en train de dire « j'ai envie de dire une chose, mais je n'ai pas les moyens de le dire ». Et quand j'en viens à poser des actes, à prendre un moyen intermédiaire pour me faire entendre, c'est que je suis en train de dire à mon interlocuteur, j'ai envie de te dire quelque chose, mais je n'ai pas les moyens vraiment de te le dire. Donc c'est apprendre à entrer en relation avec nous-mêmes. Et nous sommes portés beaucoup plus vers l'extérieur aujourd'hui, à aller chercher chez les autres les causes de notre malheur. Au lieu d'enlever la poutre qui est dans notre œil
que d'aller chercher cette poutre dans l'œil de l'autre, alors que peut-être dans l'œil de l'autre, il n'y a qu'une paille. Mais monsieur Didagbe, moi je voudrais comprendre, il y a certains adultes qui n'ont jamais été responsables de quoi que ce soit. Tout ce qui leur arrive, c'est toujours la faute des autres. Ce type d'adulte, qu'est-ce que c'est? C'est le déni de responsabilité. C'est-à-dire, enfant, j'ai été quelque part dans mon rapport aux autres et j'ai vécu des situations où j'apprends à me culpabiliser, j'apprends à avoir de la honte et progressivement, je peux même vivre de la dépression. Donc, quand je suis dans cette posture où les autres ont raison et j'ai tort, adulte, je grandis en étant dans le déni. Même quand je pose des actes, je dis, je ne l'ai pas posé. Parce que j'ai été élevé dans un paradigme de toi tu es faible et moi je suis fort. Et du coup, ce qui va se développer, c'est cela. Même à l'école, quand on n'est pas dans un système de collaboration, de coopération et de culture de l'estime de soi, je reviens sur le mot empathie. Ça dit beaucoup de choses. S'écouter, s'écouter et s'écouter. C'est très important. Parce que pour qu'une colère se manifeste ou qu'une peur se manifeste, notre corps est fait de telle sorte que ça puisse nous révéler déjà que c'est quelque chose qui est en train de venir. D'accord. J'ai mon cœur qui bat, j'ai mon pouls qui s'accélère, je commence par transpirer et je commence par trembler. C'est des signes qui me disent que bientôt ça ne va plus marcher. Et c'est simplement le jeu de la respiration. Chez nous, dans notre tradition, on dit, si tu sais que ça ne va pas, Monsieur Didagbe, on va revenir sur les solutions tout à l'heure. On va écouter d'autres compatriotes à qui nous avons posé la question et qui ont répondu justement. Voici leur avis. La maltraitance des enfants, c'est un drame. Le fait de prendre l'enfant et de le taper comme un animal, même aujourd'hui les animaux ont des droits. Donc, comme des animaux, c'est pas bien. Même sans bastonner l'enfant, je peux ramener mon enfant et il va comprendre ce qu'il est en train de faire du mauvais. L'enfant aussi a ses droits que nous devons tous respecter. Un enfant, c'est de l'or. Il faut garder les enfants comme de l'or. Aimez vos enfants. Retour plateau et je vais rester avec monsieur Didagbe pour demander. Monsieur Didagbe, vous parliez avant qu'on ne suive la Vox Pop du fait de s'écouter. Vous savez aussi que nous sommes en Afrique et dans notre contexte, on a tôt fait d'attribuer certaines réactions à des esprits. Quand le cœur commence par battre, quand je transpire, quand je commence par noter un certain nombre de choses, on a tôt fait de dire les esprits sont en train d'agir sur moi. Il faut prier. Est-ce que ça est-ce que c'est une piste? En fait, la vraie piste, c'est la route qui mène vers soi. Et je n'enlève pas que dans notre culture, il existe des réalités et que nous avons des croyances, mais la croyance aussi peut être une source de violence. Le fait que de savoir que c'est ça et que j'ai cette culture de « il y a des esprits », c'est cette culture de la culture de « il y a des esprits » qui va être un problème pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans cette relation à soi, se donner de l'empathie, de la bienveillance. Vous savez, j'ai parlé des neurotransmetteurs tout à l'heure. Quand je suis à même, moi-même, de dégonfler, parce que c'est en termes d'émotion, de dégonfler ce qui se passe, rien qu'au niveau de ma personne, je suis capable de donner de l'empathie. Donner de l'empathie à l'enfant qui est en face de moi. Et là, nous parlons déjà des solutions. Des solutions. Donc, tout va se jouer dans ma capacité à m'appréhender, à prendre soin de moi. Et dans nos journées quotidiennes, combien de temps prenons-nous pour nous-mêmes? Nous sommes sur le plateau ensemble. Si vous allez me dire, est-ce qu'il vous est arrivé de vous arrêter et de dire maintenant, c'est bon, stop, ouf, je respire. Et ce mot-là, respirer, c'est très important, prendre de l'air, parce que ça vient décontracter tout sur mon corps. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure, précieuse. Monsieur Camille Eddy Koto, nous avons commencé donc à aborder les solutions, les pistes de solutions. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour diminuer ou pour réduire ce phénomène de maltraitance des enfants? Merci. Quand je me réfère un peu à ce que nous avions
il y a quelques jours visualisé dans cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Tout de suite, c'est vrai, on s'est indigné. Toute la République et même au-delà des frontières du Bénin, les gens se sont indignés parce que quand vous êtes fait d'humanité de chair, il n'y a pas de raison que cela ne vous émeut, insensible à cela. Les lois existent aujourd'hui. Malheureusement, il faut l'avouer, on ne les vulgarise pas assez. Donc il faut déjà commencer par là. La sensibilisation. Et puis la sensibilisation. Et cette sensibilisation, je voudrais vous dire merci déjà pour ce plateau que vous offrez. C'est vous, les médias, qui jouez le grand rôle. Malheureusement, les personnes qui devraient aussi vous accompagner de façon à ce que cela soit effectif, bon, on ne le remarque pas, on ne va pas condamner. Mais l'idéal aurait été que ce ne soit pas uniquement les médias qui le fassent, que les décideurs, les gouvernants aussi trouvent le moyen de sensibiliser à grande échelle. Et puis après qu'on ait fini de sensibiliser, lorsqu'on a sensibilisé, il faut avoir des indicateurs, je vais dire des témoins. Des témoins, ce que j'appelle témoins, c'est des personnes, par exemple, qui vont travailler de façon à remonter ces genres de situations. Parce que M. Didagbe l'a dit, dans les maisons, dans nos quartiers, c'est des choses qui arrivent. Ça, on a pu voir parce que quelqu'un a eu le génie de filmer et de publier sur les réseaux sociaux. Et ces milliers d'enfants qui subissent pire que ça, dans l'anonymat, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, de bouche à oreille, on doit pouvoir veiller à ça. Et moi, je ne sais pas, aujourd'hui, il me semble qu'il existe un numéro vert que les gens peuvent appeler, les citoyens peuvent appeler pour dénoncer ces cas de violence sur les enfants. Il faut davantage communiquer là-dessus. Il faut davantage communiquer là-dessus et éviter aussi d'être dans la complaisance. Je vous dis, il y a quelques années, on m'a dit, ou on m'a informé, qu'il y a un père qui abusait de son enfant, de sa petite fille de 9 ans. Et puis, la mère a voulu, dénoncer cela, mais c'est la famille qui s'est réunie. C'est la famille qui se réunit et qui menace la maman. On dit, si jamais on l'entend quelque part, c'est que tu prends tes effets, tu prends ton chemin, et puis on va encore... Voilà la honte. Justement. Et je dis, c'est pas possible. D'accord. Par tous les moyens, on doit pouvoir défendre les enfants. Et puis, pour finir, en termes de proposition, il faut sanctionner aussi. Il faut sanctionner quand ça arrive. Et là, par rapport à la vidéo, j'espère qu'on finira par mettre la main sur, ou pas interpeller le père qui a eu ce comportement et que par finir, justice soit faite. Et puis, pour rappeler, la loi quand même a prévu les sanctions dans ce sens. On va revenir à vous parce que le temps est complètement contre nous. Vous aurez les 30 secondes pour conclure tout à l'heure. Mais avant, monsieur Dagbetor, au niveau de Amnesty International, si vous devriez faire des propositions pour qu'on s'en sorte finalement, pour qu'on arrête la saignée et qu'on n'apprenne plus ces violences à l'égard des enfants, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Merci beaucoup. Comme vous l'avez mentionné, et mes prédécesseurs l'ont dit également, cette vidéo, ces images qui ont circulé sont juste quelques études parce qu'il y en a de plus graves dans nos communautés. Aujourd'hui, nous parlons de violences physiques, mais il y a également des violences verbales dont les autres prédécesseurs ont parlé. Nous avons des parents qui ne donnent pas de l'argent depuis les enfants, ou même un repas tout au long d'une journée. Ce sont des formes de violence dont nous parlons toujours pas, mais qui ont des répercussions sur l'être et sur la personnalité des enfants que nous avons. En termes de proposition, nous recommandons toujours l'éducation, continuer à discuter avec les parents, mais également les enfants et les jeunes, puisque c'est eux qui seront les adultes du Guinée. D'accord. On pourrait dire que ces aînés ont déjà pris ceci-là. Donc nous faisons de l'éducation aux droits humains avec les plus petits pour que Guinée ces gens de situation les plus droits humains. Merci. Nous avons encouragé la discussion et la communication dans les foyers, dans les familles. Merci beaucoup, monsieur Dieudonné Dagbetor. Je rappelle que vous êtes le directeur de Amnesty International Bénin. Merci d'avoir répondu à nos questions et très bonne journée à vous. Merci. Alors, retour sur ce plateau pour conclure. Donner la parole à nos invités pour clôturer. Vous n'avez que 30 secondes, monsieur Firmin Didagbe, pour clôturer cet entretien. Moi, je voudrais vous remercier. Vous avez remarqué vous-même que le temps ne nous suffit pas pour ça, c'est vrai. Ce sujet. Oui. Moi, si j'ai un appel à lancer, c'est... En fait, il y a
aussi une école pour la vie. Et chacun de nous doit prendre le moyen d'investir sur lui. Nos parents nous ont légué un héritage éducatif et nous transmettons, heureusement ou malheureusement, certains acquis. C'est avoir de la lumière sur ce que j'ai acquis. Est-ce que ce que j'ai fondamentalement, c'est tout ce que j'ai là qui me permet de faire face à la vie? Est-ce parce qu'on m'a frappé que moi aussi je dois frapper? Il y a des questions à se poser. Je vais où? Je fais quoi? Et quand on est aux prises à des sentiments d'hostilité, je le dis simplement, c'est apprendre à respirer. D'accord, merci beaucoup. On aura l'occasion de vous revoir de vous recevoir une fois encore sur ce plateau. Le temps est complètement parti. Monsieur Kotor, en 30 secondes, mais là, 20 secondes. Je voudrais suggérer pour finir que nous puissions penser à la création de l'école des parents. L'école des parents, parce qu'on peut avoir des enfants, on peut concevoir des enfants pendant qu'on ne s'y attendait pas et finir par les aimer véritablement. Et donc l'école des parents qui pourrait apprendre aux uns et aux autres comment prendre soin de nos progénitures, comment prendre soin de ces êtres sensibles-là à qui nous avons donné la vie et qui méritent aussi de vivre épanouis. Merci beaucoup, Monsieur Camille Kotor. Merci à vous, Monsieur Didagbe. Merci, chers amis. Aux téléspectateurs, on n'a pas la prétention de vous donner des leçons, on n'a pas la prétention d'avoir cerné tous les contours de ce sujet. Une seule chose est sûre et certaine, les adultes dans 5 ans, les adultes dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, les prochaines populations du Bénin, ce sont eux que vous voyez là tous les jours. Ils sont dans vos maisons, ils sont dans nos marchés, ils sont partout. Prenons soin des enfants, quel que soit l'endroit où nous les rencontrons, parce que dans notre vieillesse, soit ils vont nous aider à traverser la route, soit ils vont rouler sur nous. Dans l'un ou l'autre des cas, c'est nous qui aurons été les auteurs de cette semence-là. Nous, on marque une pause et on vous retrouve après.